Plus récentes nouvelles qui nous touchent. Laisse y attendre, Alexandre. On continue de gratter là, autour du scandale policier de Toronto. Oui, je vous rappelle là, ce qui a été annoncé hier. 7 policiers de Toronto et un retraité qui vont maintenant devoir répondre à leurs actes face à la justice à la suite de cette enquête-là majeure. On parle là, probablement du plus gros scandale à éclabousser la police au Canada de toute l'histoire. Une enquête majeure, 300 policiers y ont participé. Tout ça a commencé au cours de l'été et on reproche, là, je veux dire, à ces policiers-là une panoplie de crimes, s'être accoquinés avec le crime organisé, des histoires de trafic de drogue, des histoires d'avoir vendu aussi, d'avoir donné au crime organisé des informations sur des collègues policiers. Il y a des tueurs à gages impliqués là-dedans. Bref, c'est le bordel. Et là, ce qu'on apprend ce matin, c'est qu'il y a de nouvelles révélations en lien avec ce scandale policier à Toronto. C'est dans le journal ce matin. Et ça implique le narcotrafiquant canadien Ryan James Wedding. Vous savez, c'est cet ancien Olympien récemment capturé par le FBI. Eh bien, semble-t-il que Wedding et un cartel mexicain font partie des organisations qui ont soudoyé les policiers. C'est le bureau d'enquête qui nous apprend ça ce matin. Le clan de Wedding est soupçonné d'avoir obtenu des renseignements personnels de la part d'agents torontois corrompus, comme des adresses en échange de pots de vin. Toujours selon ce que nous rapportent nos collègues du bureau d'enquête, les policiers épinglés travaillaient pour une organisation criminelle de Toronto qui, elle, entretenait des liens avec l'empire de Ryan James Wedding. Les agents corrompus ne savaient pas forcément que les informations qu'ils ont divulguées avaient été demandées par Wedding, là, mais il y a un lien, là, selon ce que nous rapportent nos collègues. On va parler de ça avec Félix Séguin, qui est à Toronto là, un peu plus tard dans l'émission. Mais c'est un très, très grand jour pour le Canada, Alexandre. Ben oui! Toujours important de commencer sa journée du bon pied. Oui. Parce que la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, que tu as reçue récemment, va inaugurer le consulat du Canada au Groenland aujourd'hui. Est-ce que tu as vu la photo? Ben, ça dépend laquelle. J'en ai vu quelques-unes. Là, mais dans la photo du consulat, là, Ah, non. Ça a un peu l'air d'une... ça a un peu l'air d'une cabane pour la pêche sur glace. C'est joli, là, c'est coquet. Mais c'est minimaliste. C'est coquet. Ben, c'est dit, ça peut passer pour une cabane pour la pêche sur glace. Alors, elle n'y va pas toute seule, Mme Anand. Elle va être accompagnée par la gouverneure générale, son Excellence Mary Simon, voilà. Notamment. Cérémonie à 11h à Nuuk, la capitale du Groenland. Ça, c'est un projet qui avait été annoncé en décembre 2024 par l'administration de Justin Trudeau, mais dans le contexte actuel, avec les menaces de Trump d'annexer le Groenland, pour des raisons de sécurité nationale, bien, la symbolique est très, très forte. Maintenant, bon, est-ce que ça va avoir un réel impact auprès du Donald? On verra bien. Il va y avoir un brise-glace aussi de la garde côtière canadienne qui va être présent pour l'inauguration. La France aussi inaugure son consulat à Nuuk aujourd'hui. Ben, c'est un geste symbolique. On nous dit du côté du Canada que c'était déjà prévu. C'est quand même, je pense qu'on y donne... C'est un message qu'on passe aux Américains là, pour ce que ça vaut. Est-ce que ça insulte le Donald ou est-ce que ça infléchit son comportement futur? C'est à voir. Puis, le commentaire a déjà été fait, mais est-ce que... Oui, on établit un consulat au Groenland, mais advenant que les Américains avaient décidé de prendre le Groenland par la force, est-ce que le Canada aurait pu être une force de résistance significative? Alors, on est plus dans la diplomatie et dans le symbolique, mais bon, ça sera vu par les Européens, sûrement, là, que ça doit être perçu. Dans l'idée de M. Carney de se rapprocher de l'Europe par les Danois et les Européens, ça va être vu quand même comme un beau geste du Canada. Des précisions sur cette subvention aux véhicules électriques. Bon, parce que hier, on se demandait qu'est-ce qui va être admissible à ça, qu'est-ce qui rentre là-dedans. Donc, le fédéral a annoncé le retour de ses remises sur l'achat de voitures électriques et hybrides rechargeables. Ça entre en vigueur à partir du 16 février. C'est quand même assez rapide. Et ça va diminuer au fil des ans. C'est-à-dire que pour 2026, c'est 5 000 $, 4 000 $ en 2027, 3 000 $ en 2028-2029 et 2 000 $ en 2030. Il y a 21 modèles qui sont admissibles et dans la liste, il n'y a pas les modèles chinois. Parce qu'il y a, en parallèle d'une volonté d'encourager l'achat de véhicules électriques par une subvention, il y a une volonté industrielle pour le Canada. Parce qu'essentiellement, ce qu'on dit, c'est les véhicules qui sont fabriqués dans des pays avec qui nous n'avons pas d'accord de libre-échange.
donc la Chine, Oui. sont pas inclus. Non. Mais il y a une autre condition, un véhicule qui serait fabriqué au Canada. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, je pense qu'il y en a un ou deux, mais un véhicule qui serait fabriqué au Canada, lui, il n'y a pas de limite de prix. Il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de plafond. Donc, c'est plus le 50 000 ne s'applique plus. Donc, tu vas être subventionné à 60, 70, 80. Donc, des joueurs qui voudraient s'installer au Canada, mais là, la politique est sur 4 ans. Installer un nouveau joueur dans le domaine de l'automobile, ça prend une couple d'années. Je sais pas jusqu'à quel point ça va avoir vraiment un impact sur la politique industrielle. Mais vous avez ça ce matin dans le journal, la liste des véhicules là, qui pourraient être admissibles. Encore les gros mots. Cette fois-ci, c'est à Ottawa, mais des syndicats de fonctionnaires qui réagissent là, au fait que le gouvernement fédéral veut les ramener ou va les ramener davantage au bureau, moins en télétravail. 4 jours par semaine, Mario, à compter de l'été. 4. À partir du 6 juillet prochain. Alors, le gouvernement a annoncé tout ça dans un message transmis aux administrateurs généraux. Les cadres, eux, vont devoir être 5 jours par semaine en présentiel au bureau et à compter du 4 mai prochain. Ottawa a précisé qu'aucun changement n'est nécessaire au régime ou aux ententes de télétravail actuellement en vigueur, mais c'est sûr que ça accroche un peu, là. Oui, du côté syndical, je le disais ce matin, là, on parle de mépris. Un mépris? Le parce mépris qu'on ramène les travailleurs au bureau? C'est le mépris des employés. Puis ça, c'est le mépris, c'est comment ils interprètent l'action de l'employeur. Mais la conséquence pour nous, la population, c'est que déjà que les programmes, les services, c'est pas parfait. Là, le retour au bureau va marquer une perte de productivité. C'est prouvé, ça. Dont on va souffrir. Scientifiquement, il faut se préparer à souffrir de la perte de productivité. Pas parce qu'il faut aller chercher sa chaise ergonomique. Hey, ça, tu branches ton ordi. Brancher, débrancher l'ordi. Faut que tu débranches ton ordi. Ouais, vas-y par étapes. Oh, l'apéro. Ouais, parti à part. Faut que Hey. tu débranches ton ordi. Puis là, tu vas le rebrancher dans l'autre pièce. Là. Il nous l'a expliqué. Là. Saute une Il y a étape. trop là. d'étapes. Ah oui, si c'était ça serait facile. Ah oui. Excusez-moi. Hey, je sais pas où j'avais la tête. Bon, fait que c'est au fédéral maintenant qu'on va vivre cette situation. Les tensions sont très vives. Bon, il n'y aura pas de troisième débat entre Christine Fréchette et Bernard Drinville. En tout cas, pas pour l'instant. Malgré les invitations répétées là, de son adversaire, Christine Fréchette refuse la tenue d'un troisième débat dans la course à la direction de la CAQ. Le comité électoral du parti avait pourtant autorisé les réseaux LCN et RDI à organiser leurs propres événements, en plus des 2 affrontements là, qui sont déjà prévus les 21 et les 28 mars prochains. C'est une demande initialement qui avait été lancée là, par Bernard Drinville, qui, on sait, là, accuse un retard là, dans cette course-là au niveau des sondages. Un dernier léger. Là. L'aile jeunesse de la CAQ souhaitait organiser, elle aussi, son propre débat, son propre face-à-face entre les 2 candidats, mais la direction du parti avait refusé la demande. Est-ce que Christine Fréchette prend la bonne posture dans ton esprit en lien avec ce troisième débat-là? Ben, on dit que c'est la posture traditionnelle du meneur de ne pas vouloir provoquer des occasions plus nombreuses de trébucher. C'est juste que son hésitation sur le troisième lien, ça fait que ces communications, si on prend les séquences de communication, séquence 1, elle s'annonce, elle a plein d'appui, elle sort gagnante. Séquence 2, étant cette semaine, sur le troisième lien, elle ne prend pas position tout de suite, elle se fait accuser de ne pas être décisionnelle, d'indécise. Là, sur les débats. Fait qu'elle est constamment dans des communications qui marquent l'hésitation ou le refus. Tu sais, elle n'est pas dans l'offensive. Ça n'a pas été une bonne semaine. Là. Non, je pense pas que pour elle, on puisse dire que c'était une bonne semaine. Quand tu es toujours en train de dire, ben là, on voudrait un débat, mais moi, j'en veux pas. Troisième lien, attendez, j'y réfléchis, je vais prendre position. Fait que tu n'es jamais à l'attaque pour proposer ou pour. Mais Mario, sur la nature même du débat, moi, la question que je me pose, mettons un débat qui est organisé par le parti. Ben, c'est un autre versus un débat qui est organisé par des médias indépendants, qui ont... C'est moi ou peut-être que les questions seront pas orientées de la même façon? T'as tout à fait raison. C'est ça pour moi la base. Et Paul Larocque touche quand même, parce que c'est lui qui en serait l'animateur, c'est lui qui a lancé l'invitation, mais touche quand même un point sensible. Parce que oui, c'est une affaire de parti. La CAQ se choisit un nouveau chef. Mais pour tous les autres électeurs, mettons, qui ne veulent pas de carte de membre de la CAQ, qui n'en ont pas, qui votent pour la CAQ sans carte de membre ou qui ne votent pas pour la CAQ sans... Mais ils vont quand même l'avoir comme premier ministre. Là. Donc, du point de vue de la démocratie, d'avoir un débat organisé par un joueur neutre, un média, qui se pose les questions que le public se pose, puis qui va les soumettre aux candidats, puis tout ça, ça me paraît quand même sain. Là. Ça me paraît quand même dans l'ordre des choses. Ça fait que... Mais bon...
pour des considérations stratégiques. Par contre, je me méfie avant de dire qu'il n'y en aura pas. On a déjà vu dans le passé des gens refuser un débat, puis ensuite, après des tractations, puis tout ça, revenir sur leur position, puis dire, là, dans les nouvelles... L'autre reproche, juste pour finir, c'est qu'ils sont tard. Le vote est le 12 avril. Oui, là, c'est 21-28 mars. Donc, en fait, c'est même à la date où ils vont avoir leur débat, t'as plus le droit de prendre une carte de membre. Mettons que tu regardais les débats et tu trouvais ça bien bon ce qu'un des candidats dit. Tu peux même dans l'intérêt du parti pour vendre des cartes de membre, t'es mieux d'avoir au moins peut-être un débat qui crée de l'intérêt au moment où tu peux encore devenir membre du parti. Ligue nationale hier, Justine, ça a brassé en Floride. Incroyable, parce que c'était le dernier soir d'activité avant la longue pause. Plusieurs se disaient, la plupart de ces gars-là sont déjà en vacances ou à moitié en Italie. Pas tout à fait. Match des séries éliminatoires entre le Lightning, les Panthers. Tout s'est passé et ça nous a rappelé quelques souvenirs. Là. D'abord, 6 buts marqués par le Lightning qui ne perd plus par les temps qui courent. Là. 19 victoires, une défaite en temps réglementaire et une défaite en prolongation. Ça, c'est la victoire du Lightning. Puis la défaite des Panthers, je serais tenté de te dire, c'est aussi l'histoire des champions de la Coupe Stanley qui sont pas sur le chemin même pour faire les séries. Eux autres, ça va pas pantoute. Là. Ça va pas du tout. On sent beaucoup de fatigue. Les blessures, évidemment, qu'ils ont ralenti là, depuis le début de la saison. C'est souvent ce qui arrive après des longues route là, vers les séries éliminatoires. Mais sauf ce qui a retenu l'attention... À 4-0, ils ont voulu se venger au point. Là. Oui, et ça nous a rappelé les 4 nations, parce que c'était Matthew Tkachuk et Braden Eagle, les deux qui avaient jeté les gants, là, souviens-toi, dès la mise au jeu aux 4 nations, qui avaient enflammé ce match Canada-États-Unis, qui finalement, Brady Tkachuk avait aussi jeté les gants. Bref, ça a vraiment, vraiment enflammé le match. Ça a duré de longues minutes, je dirais même un bon gros 15-20 minutes, juste le temps de gérer tous les combats qui ont éclaté un peu partout. Il y a eu 15 pénalités décernées sur cette même séquence-là. Une suspension d'entraîneur-chef, c'est quand même rare. Là. Paul Maurice, surtout, qu'on connaît très, très calme et en contrôle. Ben oui, qui a énormément d'expérience. Bref, c'était le chaos. Il n'y avait plus de place à aucun banc des pénalités. Les joueurs riaient. Là, tout ce beau monde-là, ça s'en va en Italie dans quelques jours parce que du côté des Panthers, il y a 10 joueurs qui vont représenter leur pays. Si on compte les entraîneurs et membres de l'organisation, on est à 15. Le Lightning aurait dû en avoir 9. On aura finalement 7 parce qu'il y en a 2 qui ont dû se désister pour l'équipe canadienne. Ajoutez à ça John Cooper. Bref, énormément de membres de ces 2 formations-là seront en Italie dans quelques jours, mais les combats ne sont pas permis dans les tournois olympiques, par contre. Ça devrait pas autant à retenir. Merci, Justine. Merci. Au revoir. Nouvelle salle de spectacle à Montréal. C'est un 3e comédie club après le bordel, le terminal. Ça va s'appeler la Cabine Comédie Club. J'ai parlé avec Dominique Morin, qui est le directeur général. Eux autres se disent, il y a une demande pour les humoristes émergents. Il y a un public pour ça, mais il manque de salles. Ils disent... Mais c'est plus tard? Est-ce que c'est un projet ou ça ouvre là? Oui, ils sont en réno là, déjà. Là. Le directeur général est en fonction depuis octobre. Puis techniquement, ça ouvrirait le 4 avril s'il n'y a pas de retard. Là, c'est imminent. Il nous disait, tu sais, à Paris, il y a à peu près 25 comédie clubs. Donc, si on regarde à peu près le prorata, 3, ça se passe quand même bien. Là. Puis voici pourquoi ils ont décidé d'aller de l'avant malgré le contexte qui est particulier. Le budget culturel au Québec descend. Donc, les gens achètent de moins en moins de billets. Cela dit, c'est pas qu'ils sont de moins en moins intéressés par ce qui se fait artistiquement. Il faut aller les rejoindre dans leur salon. Et c'est nous, pour ça qu'on a décidé, en fait, d'installer 3 caméras cinématiques pour pouvoir aller créer du contenu aussi. Et aussi nourrir une chaîne YouTube, par exemple. Donc, tu as les open mic, donc pour la relève, nouvelle vague, des artistes établis, des humoristes établis qui vont aller faire 12 minutes de matériel. Tu as les comédie clubs où c'est 15 minutes, tu as le temps de jouer. Puis il dit 15 minutes, c'est plus que les autres qui te donnent 12. Il dit ça peut paraître pas beaucoup, 3 minutes, mais des fois, ça te donne le temps de faire respirer ton numéro, interagir avec le public. Il va y avoir des soirées signatures. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est que ça coûte moins de 15 $ par soirée. OK. Mais les autres comédie clubs, il me semble que c'est toujours plein, non? Oui, exact. C'est toujours plein. Puis pour eux, il manquait de place. C'est l'humoriste Radi qui a pensé à ça, qui a demandé un prêt. Il n'y a pas de subvention du gouvernement. Là. C'est vraiment un investissement personnel. Parce que c'était ma prochaine question. Généralement, il y a quelques humoristes qui sont derrière un comédie club. Là, c'est l'humoriste Radi qui dit les gens étaient comme un peu frustrés parce que justement, le bordel terminal, c'est toujours plein. C'est complet. Il manque de l'espace encore. Donc, ils ont décidé de créer une petite salle sur la rue Saint-Denis et d'offrir 17 spectacles par semaine. On a même fait descendre notamment le plafond. On a fait un plafond plus bas, justement pour que, niveau acoustique, les rires rebondissent plus vite sur les murs et fassent la meilleure ambiance, en fait, pour les gens. Et pour répondre précisément à la question, on est entre 65 et 75 places.
OK. Rue Saint-Denis, Oui. 4 avril. 50-43 rue Saint-Denis. Ils ont des visées internationales aussi, d'inviter des Franco de l'Afrique, de l'Europe, entre autres. Puis je lui ai OK, dit... 50-43, que c'est Saint-Denis, mais pas proche du théâtre Saint-Denis, là, qu'on est rendu à... Proche du métro Laurier. OK, c'est ça. Oui, proche du métro Laurier. Puis là, je lui ai dit, c'est un super projet, mais je vais te poser une question plate, là. Vous n'avez pas de subvention, les billets à 15 $, vous allez faire comment pour rentabiliser le projet? Puis il dit, ben c'est justement avec les caméras, les captations, l'espace de balado, on va louer notre espace aussi. Fait que c'est une façon qu'on a trouvée pour rentabiliser le projet, puis essayer d'aller rejoindre les gens où ils sont, à la maison. C'est intéressant. Je leur souhaite bonne chance.